Juste un petit mot, un grand merci également à cette thématique, à nos deux coprésidents et à l'université qui a fait un travail considérable. Donc, on va peut-être vous laisser la parole pour débuter ce premier observatoire sur la thématique aménagement et mobilité durable. Voilà. Yeah, maybe I start. My name is Markus Peter. I'm from the European Institute for Energy Research, a cooperation of EDF and the Karlsruhe Institute of Technology. I have the pleasure to chair, together with Daniel Lecard, this session here. I don't know if my presentation is already visible, or otherwise I will share it directly. If you give me... Yeah, it's good, it's good. Is it visible for you? Yep. Okay. Yes. So that's what I said before. Together with Antoine, we are sharing this session. What we do, in fact, is we start with this introductional seminary today on the topic of urban planning and sustainable development. So the interaction of both topics, mainly figured out by and from the perspective of mobility. We aim to continue with seminars by the end of the year. Most probably we will only be able to make the next seminar in September, but then we probably have time enough for another 2 or 3 after this seminar in September, and we end up in November 2025, which is wrong written here at the end, to sum up with results, learnings, and probably new perspectives. What we're gonna do today is that we trying to introduce from our perspective, and it will be quite open also for your insights, your wishes, or also your expectations, which you express probably at the end of the sessions, by presenting you, and this will be our basis, best practice. So that's what it's also called, observatory of those movements which are going on in Europe, bringing together different kind of perspective, experiences, and innovations to learn from each other. And we're trying to also bring in some insights from research or specific expertise, which will probably also rule these topics. And we end today with an open discussion where you also might have your questions, your proposals, and expectations for the next seminars, where we are quite open to shape then in this direction what you expect from. So our understanding of this series of seminar is to look a bit on these current emerging trends of sustainable mobility for especially city centers, probably also more general for cities in general, which are changing the way how we look at planning, how this is probably starting to change the urban fabric, the urban form, but also the procedures of how we plan. We will look at European trends, which might be quite different from expectations, and also what will be discussion at national or regional levels. Different solutions, discussions might be interesting here, and probably something which will be deep now focused on. Then we will look at how these probably new information flows are replacing current and traditional infrastructure, how these new information, the accessibility of information and the individual behavior change is probably changing the expectation for traditional infrastructure, but also for processes of planning in the future.
This is directly linked to mobility data use. So if it's either private or public, how is this managed, and what are probably modern tools which are influencing the perspectives of cities, planners, responsibility persons. And finally, we will always start up with looking from the best practice perspective, from planning, plan theories, politics, expertise, and also finally science. So this is the point where I hand over to my co-chair, Monsieur Leca, if he's already available. I heard he has joined the meeting already. To introduce the speakers of today. And we are open if you have already any kind of feedback for the moment, but feel free also for after the first presentations to give us a first feedback. Monsieur Leca, are you available already? C'est bon? Oui, bonjour. Bonjour. So I will hand over for introducing the speakers. Either I can also go for this. Alors, juste Monsieur Daniel Leca, qui est le coprésident, qui est vice-président de la région Hauts-de-France. Je te laisse peut-être te présenter et on reprend tout de suite, Marc. Oui, pardon, excusez-moi, je suis par ailleurs en séance au Conseil régional, ce qui explique que j'ai été un peu absent au début de la réunion et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce petit problème. Simplement, effectivement, Daniel Leca, je suis vice-président de la région Hauts-de-France et parmi les délégations que j'ai la chance d'occuper, j'ai le volet européen, dans lesquels nous avons un certain nombre de responsabilités, notamment d'autorité de gestion des fonds européens, dont un d'entre eux concerne en particulier les villes et les initiatives urbaines innovantes. Et donc, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en avoir un exemple précis. Et en parallèle, j'ai aussi la délégation de l'aménagement du territoire, dans lequel, évidemment, il y a un certain nombre d'initiatives qui concernent la mobilité dans les cœurs de ville. Donc, on est en plein dans notre sujet. Comment voulez-vous que l'on procède? Est-ce que vous voulez que j'embraye immédiatement sur la présentation des initiatives urbaines européennes ou est-ce que vous avez un tour de table qui se poursuit? Alors, peut-être que Marcus, vous continuez peut-être votre présentation et puis après, Sure. Monsieur le... So we will now plan for 1 hour roughly to have an insight for partners from the city of Szeged. Naji will introduce us from its experience. We then have a presentation of city of Bayonne. Then one of our colleagues, Camille Père, will present some insights to research from IFER, and finally Madame Lenormand will finally give an insight from the perspective of localities. And so we directly hand over now to the city of Szeged, which will give us the first presentation. Thank you very much, and I would like to share my screen, if you don't mind. Thank you. I suppose you kick me off then. Huh? Ah, peut-être laisse la parole à Monsieur Luc. Can you see my presentation? Yeah. Yes, we can. Okay, so this is the title page. I will have 10 slides, and you probably know these data from your own cities, trends in urban transport. We had local surveys about trips made in the city, and as you can see, though
relatively low. Car use is still increasing here in the city of Szeged. And since 2018, we also had COVID. And after COVID, there was a sharp increase in car use as well. So we will have to have a new survey to see how trends changed since then. But as you can see, we lose traffic in public transportation, and we had policies to encourage cycle user, and that was successful in a way. And the basic idea was coming for a project from this part of the survey that about 20% of the trips are related to work, going to work actually. And the 44% that said that the trip was going home was going to work in the morning probably. So the basic idea was that a huge percentage of the trips in the city are related to work, and therefore we should target behavior at the workplace. And we also wanted to base behavior change on the communities that exist in workplaces. And people interact with each other, they form a community at the workplace. And therefore, if we have the right composition of measures, they will talk to each other and they will discuss mobility issues, and therefore they will change their behavior. They will put pressure on each other. Peer pressure may work at the workplace to change their behavior. And the city took up the role of the organizer of the project, and we have convinced a number of big employers and some small employers in the city to take part in a project that covers practically the whole city. We applied for funding. As you can see in the right-hand corner of the presentation, this project was financed from the Urban Innovative Actions, from the European fund available for urban interactions and innovations. And we had our own actions, obviously. We managed the project, and part of the project was to go beyond the list of companies that were involved in the beginning and to try to attract new participants in the project during the project. And some small examples how companies were involved in the project. The name of the project was Smart Alliance for Sustainable Mobility, in short, SASMOB. And participants were the municipality. We had a management company involved. We had two local transportation providers, operators involved. We had the city maintenance company, road maintenance, garbage collection company involved. Interestingly, IT companies were very interested, though they were smaller participants, I mean, in terms of headcount. The biggest private employer, the food processing company, the biggest public employer, the university, and obviously a mobility expert company. And these are some of the actions that the employers, the workplaces made at their locations. You see that the cycle shed, the cycle rack, is the most popular intervention. Cycling can become popular because it is healthy, it is sport, I mean, provides some kind of sportsman feeling. On the other hand, we also had interventions like one of the software companies have bought a e-scooter fleet for their employees. They also bought a service station for the bikes. The city management company made a shed for
the mopeds, because their employees also use mopeds. They had events like fixing the problems of bicycles. The big private employer asked for a new terminal, a ticket vending machine at their location. So many kind of actions were taken by the companies, the employers, to encourage their employees to use sustainable modes traveling to work. We also had a software to administer the actions. So the participants could collect some paprika, which was some diamonds, or I don't know. So some kind of a incentive was provided for them. To be honest, it works only if there is a campaign. So on a day-to-day basis, it is not realistic to ask all employees to register the way they went to work. But on the other hand, if there is a campaign within the company, within the employer, then it works. So we had this action here in the mayor's office, and we also had it successfully. So people used the app for 1 month and they registered how they came to work. We also had a lot of awareness raising campaigns. Obviously, if you spend a lot of money, you want to talk about it. One big item was this super tram, and the super tram was decorated from the outside, suggesting that whoever travels with a tram or using public transportation, they will contribute to save our environment, to save the planet. And we also had a lot of information within the tram. There is this small image on the left, on the right-hand side, showing the interior of the tram, and it is obviously not readable for you, and it's in Hungarian, but it is showing that we had a lot of information within the tram about city life, how city life can be more sustainable, why we suggest to use public transportation or cycling or even e-scooters to travel to the workplace or to travel around the city anyway. We also use this opportunity to have a communication campaign about a infrastructure project. The infrastructure project was not part of the employer mobility project, but it had a very significant impact within the city center. On the bottom, on the left-hand side, you can see 2 images from the communication campaign, because we have changed the whole transport system in the city center, providing more space for cyclists. And I will show you the 3D visualization of this project in a moment. But I will have to change the sharing. Sorry. And choose another screen. And there was a virtual tour on the street. This is the new face of the street, and every colorful dot has a meaning and explains some of the the actions that we made on the street. So safer transport, parking places disappeared, 22 of them, but we got shady terraces. We also got
new trees in the city. So every action is explained. It was a very complex project, and every single element of the project was explained in this 3D visualization of the area. And all transport issues were also explained in this 3D visualization, how the transport will change, yellow road signs, and so on. So this was the basic idea. This was the most significant communication action in this project. And go back to the presentation. And we also had another part of the project. We developed traffic measuring sensors that are GDPR compliant, so no tracking information or no license plate information or personal images are taken of the road users. And this data is now available at the city's website. Every month we have a transport report. And we also have some follow-up activities given what we saw successful in the project. We created a city fund for employers to make small actions to provide sustainable mobility facilities for their employees. So if, I don't know, a private company wants to build a new cycle rack, we could give him or them a 50% subsidy. We, together with the university, we created a sustainable mobility management course at the university, at the Faculty of Economics. Interestingly, they were more interested because they already have sustainable economics at the university. The experimental sensors are still being developed, and there are new projects to continue the development of the sensor system. We are publishing a monthly transport report based on the experimental sensors data. It's available in English, so you can also check it. And we have city visits coming to Szeged to see our project, and we also had a number of conference presentations about the project, how we worked together with the employers, and how we think this helps the sustainable mobility behavior change in the city of Szeged. And that concludes my presentation. The conclusions, we can work together with employers. They are willing to work together to change the behavior. We added new sensors, networks, and use the existing sensor data to base our planning on it. We provided applications and online services for the program, for this project, and we planned new actions based on the data we collected and the experience we collected in this project. Thank you. David, je laisse peut-être la parole. Yeah, thank you very much. Pardon. Marcus, c'est à vous. Je vous laisse. Thank you very much for this interesting presentation. I just ask if there's any questions urgent, otherwise we can gather those questions also at the end. But if you like to ask any questions now, please feel free to raise your hand or open your micro. So if not, we can probably sum up at the end, and I will give now the floor to my colleague, Camille Perk. She will give an insight to the research agenda. So one of the main issues, which is probably motivating mobility changes, is climate change, air quality,
those issues which are affecting also cities. And she will introduce a bit to the knowledge, the basis, and best practice in research concerning air quality based on 2 projects which has been worked on in IFA. Camille, the floor is yours. Thank you very much. Hello, everyone. You should now see my presentation. Yeah, if nobody's, thank you. Thank you for the. Yes, we do. So, I thank you, Marcus, for the introduction. So I will present you 2 case studies about Strasbourg and New York City. The goal is to see how, from a research point of view, we included mobility in urban planning, so stakeholders can take this into account to increase air quality and health of inhabitants. Actually, city stakeholder, you know that better than me, what interested them is an attractive city with good quality of life at manageable cost. I mean, we can do wonderful things, but if you don't have the money, it doesn't work. So, you know, it's useful to be able to assess the impact of public policies before implementing them. So you can choose between different scenarios, find solution, and see what would work the best for your cases. So the goal was to support decision making with an integrated approach, replicable on different cities. In this case, it was on air quality because it's a major health concern, and it's also linked to climate change through the path of greenhouse gases, which is a bit different, but still has the same sources. And energy production and mobility are 2 major sources of air pollution in cities, and are really something stakeholders can act upon because it's within their perimeter. Obviously, we didn't work alone. For New York City, we worked with Columbia University and IFA, but also the city of New York per se. So we had their input on what we were proposing. It's not a research done like that by researchers having fun. We really work with the city. Same for Strasbourg. There were some industrials through IFA, the Eurometropole of Strasbourg, and some research applied institute in France like CEREMA and Air Quality Agency. So as we say, we assess the impact of public policy and mobility on air quality, and we try a geolocalized modeling approach, meaning we really try to see where the impact happened in the city, where the mobility was, where the energy production was, to really give some insight to stakeholders to how to tweak a bit their policies to get the best result at reasonable cost. That's why we test real scenario that the city were planning to implement, and with the real data from the city. It's a 4-step method. It's a modeling approach. Why? Not because it's fun, but mostly because the modeling approach gives the possibility to assess before doing the public policy, before implementing them. It gives the possibility to have some insight on what it will give as result. For mobility, we can model some public policy and see the impact of traffic on where the cars will actually go in the city, and the consequences on noise and air pollution. So the goal was to support decision making. The first step is with the city to see the existing planning, what they plan to do, what is realistic for them, and to translate that into modeling scenario. And there becomes the research part, where we assess, but with this policy, we will have car going this way, that much, that is the consequences. And there we deduce the impact on air pollution emissions. You will have practical example just afterwards, so don't worry, we have concrete what that means in real life. We can see the emission for energy, different installation, and also mobility system.
Then the next step is to see, okay, it's nice to know that the pollutants are emitted at one point. But what you want to know is the influence on the overall city. And that we know that through modeling dispersion of this air pollutant. And the last part is to see to assess the impact on human health, mortality, and morbidity, because in the end, what we want is healthy people, healthy inhabitants. A bit of context, that is, I will show you one example in Italy and New York and one shortly on Strasbourg. In most European countries, I will not go for all, but I know for Germany, for Belgium, and so you can find similar data. They are not always open source or directly available, but the monitoring system are kind of similar. I will not say for every country, but it's quite widespread. So for New York, we work on the area you can see on the map. Between 2 years, with a reference in 2010 for scenario in 2040. The good thing with working with New York is in the US, you have tons of open data. So we could find a lot of data in this open database. And we work on major air pollutants, PM2.5, SOx, and NOx. If in Europe, you have some regulation and discussion in the European Commission about PM, particulate matter, and NOx, for example, contentieux européen for the French people. You might know we have quite a few currently. So we did a scenario based on New York city current problem for energy production. You see here all the tiny little boiler, meaning in New York, a lot of buildings have their own way of producing heat and warm water. With a lot of pollution included. For traffic, you see on the bottom image all the streets that we modeled, and we implemented what the city planned to do. So congestion prices, meaning they have like toll around the city, and you have to pay to go into the city. And they plan to increase a bit the price and who has to pay and so on. And they wanted also to increase soft modes, so meaning in mobility, cycling, walking, and so on, which, as you may know, is not really developed there, and decrease the use of personal car. And energy production, they were trying to get lower emission compound. We didn't take scenario on maritime emission, like the boat around New York City, because we did not have enough information. You can see here the modeling of air pollution. In the left-hand side, you have the current situation. Green is good. The more yellow it gets, the more polluted it is. You can see if the city plans to do nothing, you kind of have worse situation in some point in 2040. However, with the scenario planned by the city, which we modeled, we can see that we get really lower concentration in the end. What that means in practice, that means what the city is planning to do may work, and you will have benefit on air quality and consequently on people's health. We also can see during one day, if you have low internet connection, it might lag a bit. It's a video we can show you during the day, the evolution of concentration during one day with the peak hour of traffic and the peak hour of using heat. It's in January. That means there you can see during the day when it gets a bit in the evening. That means that the average, it's looking at the average like we did before, it's great. It gives you an overview. But it's also important to realize that during the day, you can have very peak high time where it can be more dangerous. And you have also to treat this time, to target this time, and not work on overall year. And for that was one thing they sought to target a bit through this urban toll by limited entry during the day at these peak hours. So what this approach has given us, it allows us to see in advance the results of mobility planning. What is happening if you decrease the share of the
the quantity of vehicle in the city, what is happening if you try to push people to use more bike and walk and use less personal car. And with this modeling approach, we could see in advance that it will work, and on the long term, they will have expected results. For the one-day overview, it also gives them a bit more of insight on the evolution during the day and helps them to target a bit more specific time of the day. The consequences of health, we can see the scenario if for NOx, if they did nothing, all this area where the air pollution limits were above the World Health Organization limit. They are quite low, but it means that not everyone in this area will get sick, but that's really increase the risk of being sick. If you implement all the measures, you will see that you have very, very specific area in the end that might be above the World Organization limits. And so it's a visual illustration of what we said before, that implementing this measure to decrease air pollution really have an impact on inhabitant health. A bit of extracurricular. We also can look with this method on greenhouse gases, which don't have a direct impact of inhabitant health, but obviously are very important in the context of climate change. And we can really see that it helped to decrease greenhouse gas emissions, and taking back to the climate change mitigation. Sorry. I show you a case of New York. That's nice, but we are in Europe. Our targeted cities are in Europe. This is to show you that it also can work perfectly well in European city with the data available here. And Strasbourg, it was a bit older city. It was renovation as the district really in the middle of the city, former industrial district that they turned now, currently finishing, into a high environmental quality district with inhabitants, some activity shops and so on. So based on the plan at the time, we could see what the plan about traffic and heat production. From the city, we literally took the plan from the Eurometropole of Strasbourg, see the result in emission of pollutants, model the air quality evolution in the city. If some of you are from Strasbourg, here it was before they construct the new deviation around Strasbourg. And at that time, that was the French highway and the German highway were there. So people were going from one side to the other through the city. It was not optimal. Good thing is we could also model noise, because mobility, traffic in city does air pollution, but also noise. And noise has also important health impact on people during the night by preventing people from sleeping or sleeping well. And during the day, especially, it has been shown for children that at school it decreases the facility to learn. So it was also important to have within the same data the two aspects to really improve the health and the quality of life of people. And then we could test the health risks for 4 specific parts in the city to see that with the new measure plan, the risk of people in school and hospital was not at risk, that the level of air pollution were low enough in this area so people were safe. And also look at the overall city, and thanks to the decision, the measure taken by, or planned by the city at that time, we could see a decrease of mortality and morbidity. A bit of side note, the number like seems a bit small, 6% for 5%, that doesn't seem so high. The city was quite happy because it shows that it has an impact, and that small decision can really have a concrete and measurable impact on inhabitant health. To conclude,
we could show that efficiency of traffic and energy management can really decrease air pollution and improve health in cities. The multi-thematic approach helps to target the concept, the problem in city in a systemic way, in a holistic way, and not energy on one side, air pollution on one side, noise on one side, mobility, because the city is an ecosystem with everything interacting. So this way of doing allow us to also see if there is a bad interaction between different topics. Moreover, it also shows that you can have some assessment of the consequences of mobility policy or urban policy before implementing them, thus allowing to choose the most efficient one in a specific scenario. We validated this method and the tool in 2 different contexts, so it's reproducible. Some key aspect is obviously the data. The data, we need available data on the different topics, and they have to be really quality data. The better the data, the better the forecast we can make, obviously. So this holistic perspective, considering the city as an ecosystem and looking for the well-being of their inhabitants, was developed to increase city attractiveness. And you can see we can work on air quality, as we said, noise, and all different thematic. Thank you. If you have any question, please. Yeah, same from my side. If you have any questions concerning this specific presentation, which at least from our perspective has also a general implication to the questions we raise. So obviously all these motivations about CO2 reduction goals, environmental issues, health issues are playing on the same level. And I think it's important to see where research is currently, at which level, and how you can use this. So we now have a more practical insight, I assume. I share again the state of the presentation. Juste Yes, please. Une petite question par rapport à la pollution donc, de l'air. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu faire un parallèle avec la voiture et la pollution de l'air qui provient notamment d'entreprises et d'autres choses que la voiture, entre guillemets? Alors là, je réponds en français. S'il y a des problèmes de traduction, dites-moi, je pourrais mettre dans le chat en anglais après. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 sujets, donc la voiture et la production d'énergie, parce que c'est 2 qui émettent tous les 2 selon les moyens qui peuvent contribuer à la pollution de l'air, et justement pour voir comment les gérer ensemble pour obtenir un optimum. Il y a 2 questions un petit peu. La mobilité, c'est vrai que c'est souvent visé par les différentes politiques parce que c'est vraiment dans le périmètre de la ville, je veux dire quelque part, entre guillemets, je ne vais pas dire c'est facile, mais c'est vraiment dans la ville. Les industries sont souvent un petit peu en périphérie, etc. Ça peut être plus compliqué, mais il y a des études, c'est des choses qu'on considère effectivement, comme on l'a fait là, comme on l'a fait sur New York aussi, où on a considéré toutes les sources qui étaient dans notre périmètre. La seule limite à considérer quelque chose, c'est la mise à disposition la disposition des données. En France et au moins en Allemagne, je ne suis pas sûre pour tous les pays, il y a les agences de surveillance de la qualité de l'air, ASQA en France, qui suivent ça et qui ont parfois en France, on a des inventaires. Je suis sûre que ça existe dans d'autres pays, même si je ne les connais pas tous. Très bien. Je vois qu'il y a Laurent Manel de Strasbourg qui est présent.
Et comme vous parliez de Strasbourg, ça peut peut-être être intéressant parce qu'il y a vraiment une grosse politique à Strasbourg, en centre-ville, hein. Moi, je parle vraiment du centre-ville, où on retire quand même la voiture de façon importante. Est-ce que Laurent, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non. Pour donner un petit peu de contexte et épargner l'autre personne, c'est une étude sur Strasbourg qui est un petit peu qu'on a fait il y a un petit moment. Elle a été publiée, etc. Donc elle est disponible, mais les personnes ont probablement changé à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, D'accord, d'accord, d'accord. Donc les choses ont évolué. Alors peut-être, est-ce qu'il y a un des coprésidents qui veut dire un mot avant de donner la parole à Bayonne? No, I think we have concluded on this topic, and I would like to continue with the presentation of City of Bayonne. I think she is just entering. Aye, okay, see you there. Are you ready for your presentation? Je pense que le mieux, c'est qu'on enchaîne peut-être les présentations et qu'on fasse un petit topo de conclusion sur les différents enjeux qui ont été présentés, si vous en êtes d'accord. Ok. Alors, je vais laisser la parole à Sylvie Mézinc. Sylvie Mézinc, qui est membre du conseil d'administration de Centre-Ville en Mouvement. Il faut savoir que Bayonne est une ville très dynamique en termes de mobilité durable, en termes d'action, de piétonisation et tout. Et je trouvais que c'était très intéressant. Alors, il faut savoir qu'il y a la fête du jambon de Bayonne à Bayonne aujourd'hui, donc c'est difficile pour elle d'intervenir ou que des techniciens soient là. Mais je trouve que c'est un très bel exemple en France où vraiment toute la mobilité a été réfléchie. Et c'est vrai que vous êtes dans le centre-ville et c'est un centre-ville piéton pratiquement partout. Je te laisse la parole, Sylvie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie d'être présente avec vous et de vous donner notre témoignage d'une ville du sud-ouest de la France, une ville transfrontalière qui est Bayonne, et puis une ville qui effectivement reçoit des grands événements. Et aujourd'hui, c'en est un parce que c'est pas la fête du jambon, mais la foire du jambon. On y tient beaucoup parce que voilà, sur nos grands événements, nous avons souvent beaucoup trop de monde. Et nous, notre problème, il est à l'inverse de beaucoup de villes. On est en train d'essayer de pouvoir gérer ces grands événements notamment. Au niveau de la ville de Bayonne, ce qui a été fait il y a maintenant de nombreuses années, c'est rendre un centre-ville piétonnier. Ça n'a pas été sans difficulté parce qu'en fait, c'est une ville de passage. C'est la première ville conséquente que vous rencontrez quand vous rentrez sur le Pays Basque. Et donc, cette ville avait l'habitude d'être traversée par la nationale 10, est connue, hein, puisqu'elle part de Paris, bien évidemment, et elle passait en pleine Bayonne. Et puis, donc, il y a 2 mandats de ça, on a eu un maire qui s'appelait Jean Grenet, avec notre maire actuel qui s'appelle René Etchegaray, qui travaillait déjà au sein de ce mandat, qui a insisté pour justement piétoniser une partie de notre ville et que ces voitures ne traversent plus Bayonne. Il y a eu une levée de boucliers. Il y a eu une levée de boucliers avec les commerçants qui ont dit, bah voilà, la rue est morte, la ville est morte, etc., parce que les gens vont plus pouvoir se garer. Bon, il est vrai qu'en parallèle, on a mis en place 7400 places de parking. Bon, évidemment, c'est la base si on veut arriver à contenir les choses. Puis, eh ben, la rue
qui était l'ex-National 10, est devenue une rue piétonnière et est devenue la rue la plus commerçante de Bayonne. Ils sont quasiment les seuls à ouvrir le dimanche parce que nous avons 85 d'indépendants. Et donc, ces gens qui sont dans cette rue ouvrent le dimanche et on a une vraie activité commerciale. Dans nos 7400 places de parking, nous avons mis en place des gratuités sur tous les parkings en barrière, c'est-à-dire qu'ils ont 1 heure, les gens ont 1 heure de parking gratuit. Et puis, nous avons également développé énormément les arrêts minutes. On en a plus de 60 mis en place sur ce mandat qui permettent aux gens, effectivement, de se poser et de faire des courses de première nécessité et rapides. La troisième chose qui a été instaurée au niveau du stationnement, c'est une demi-heure gratuite avec une application. Donc, cette application vous permet de payer 1 heure, vous dit quand est-ce que vous avez fini votre temps et qu'il est temps de repayer. Vous pouvez repayer à travers le numérique dans toute la ville pour pouvoir être à jour de votre cotisation de stationnement. Voilà pour le stationnement. En parallèle, toujours en parallèle, parce qu'en fait, une piétonisation, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec de l'accompagnement, bien évidemment, des commerçants, mais c'est une réelle volonté politique. On a mis en place le dernier kilomètre. Donc, le dernier kilomètre, lui, permet à des véhicules électriques, des véhicules qui donc sont dans une non-pollution, de rentrer dans la ville et sur le plateau piétonnier pour livrer les commerçants et les artisans de cette partie de la ville. Et donc, ils ont le droit de rentrer jusqu'à 1 heure que nous avons fixée, qui est assez tôt le matin, hein, 10h30, de manière à ne pas gêner la déambulation, mais en même temps d'avoir ce côté pratico-pratique qui nous permet de pouvoir gérer les livraisons et les retours, etc. Autre point, ça a été des navettes gratuites. Donc, des navettes gratuites, on en a rajouté une l'année dernière. Ce sont des navettes qui traversent Bayonne de quartier à quartier. On a 3 grands quartiers, Saint-Esprit, Petit Bayonne, Grand Bayonne. Et donc, ces navettes sont gratuites, comme je l'exprimais. Elles sont électriques également. Et donc, elles circulent à la fois sur le plateau piétonnier, mais à la fois sur les routes dans la colonne bus, de façon à pouvoir amener les gens d'un point à un autre sans pour autant pouvoir payer, etc. Il a été mis en place une application qui vous permet de savoir où est la navette et à quelle heure elle arrive à votre point de destination. Enfin, c'est l'histoire de quelques minutes, hein, parce que nous sommes une ville, certes piétonnière, mais pas très, très grande non plus. Voilà. En parallèle, sur les grands événements, comme par exemple aujourd'hui la foire au jambon, qui attire 400 000 personnes pour une ville de 52 000 habitants, et les fêtes de Bayonne qui attirent 1,4 million de personnes pour toujours 52 000 habitants, nous sommes à même d'avoir pris des positionnements durs en termes de circulation au sein même de la ville, puisque bon, pendant les fêtes de Bayonne, la ville est bloquée avec évidemment des contrôles de 7 points d'entrée en contrôle et quand même, néanmoins, toujours pareil par rapport à nos commerçants et là, c'est davantage au niveau des restaurateurs et de la petite restauration et des cafetiers, la possibilité de pouvoir livrer. Donc là aussi, il y a des mises aux normes par rapport aux camions qui peuvent rentrer dans la ville entre telle heure et telle heure et ensuite, eh bien, la ville est livrée entre parenthèses, hein, à ces piétons et à ces chalands qui sont là pour effectivement ne pas se préoccuper de la présence des voitures et ne pas être en danger surtout par rapport à ces phénomènes de foule et à ces phénomènes
d'automobiles qui seraient dans une présence qui ne leur est pas positive. Vous êtes là? Voilà, on est toujours là. Juste, comme je connais également bien Bayonne, puisque Jean Grenet est un des fondateurs, le maire de Bayonne est un des fondateurs de Centre-Ville en Mouvement, l'ancien maire. Juste, il y a aussi tous les bus voilà, qui circulent comme des tramways. Et puis, je pense que la ville est encerclée, comme tu as dit, nous avons créé des parkings, mais les navettes passent sur les parkings et permettent aux gens d'accéder en centre-ville en 3 minutes ou 4 minutes. C'est ça, tout à fait. Alors là, le phénomène des trambus a été mis en place. Alors c'est trambus, c'est à la fois des trams et à la fois des bus, hein, qui ont été mis en place il y a maintenant 4 ans par la communauté de communes. Donc ces trambus permettent un voyage à 1,20 € pour 1 heure et demie donc de voyage. Ils relient, alors ils sont en très proche périphérie du centre piétonnier et donc ils peuvent desservir tout le centre piétonnier, pardon, mais ils peuvent également aller sur nos villes voisines que sont Anglet, Biarritz et voilà donc Anglet, Biarritz qui sont à 2-3 km mais qui permettent à la fois aux Bayonnais d'aller se rendre dans ces villes, mais également aux Biarros et aux Anglois de venir sur Bayonne sans prendre la voiture. Comme tu le disais, Pierre, nous avons donc ces navettes électriques qui passent dans les parkings pour permettre aux gens de se déplacer et de rentrer dans le centre piétonnier, hein, puisque les trambus, bien évidemment, ne rentrent pas dans le centre piétonnier. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que depuis 2 ans se multiplient les voies vélo, hein. Et donc, ces voies vélo permettent effectivement aussi de pouvoir rentrer dans la ville. Alors, normalement, pas sur le plateau piétonnier, bien que j'avoue que quelquefois, le dimanche matin, on voit des vélos à l'intérieur, mais bon, c'est pas prévu pour. Mais ça permet aussi d'avoir cette élimination de la voiture et à travers ça, de pouvoir effectivement aller travailler en vélo et d'avoir une sécurité par rapport à ces vélos. Je crois que c'est important puisqu'on voit de plus en plus, on a des écoles en centre-ville et sur le plateau piétonnier et on voit de plus en plus de parents qui amènent leurs enfants avec ces vélos adaptés aux enfants. Et je crois que ça aussi, ça participe complètement à l'utilisation d'une ville et à sa libération vis-à-vis de la voiture pour pouvoir justement consommer la ville de manière autrement. Et quand je dis consommer, il y a effectivement le fait d'acheter, mais également le fait de vivre et de profiter de la ville autrement en se promenant en toute sécurité. Juste, je vais donner les dernières questions, mais l'avenir de Bayonne, piétonisation, comment vous faites pour avoir un plateau piéton qui s'étend de façon importante? La sécurité dans les rues également, parce que je trouve que la ville s'est étendue, hein, et bien souvent la ville, le centre-ville est plutôt est en train de se refermer. Là, on voit que ça s'étend avec le Petit Bayonne, ce que vous avez fait sur les friches. Alors c'est un peu différent, mais c'est quand même ça touche à l'aménagement de la ville. C'est vrai que l'ancienne caserne a été transformée en conseil général et en université. Donc, on a fait revenir les étudiants et donc ça a permis sur l'aménagement d'avoir des immenses terrasses, des lieux très conviviaux dans la ville. On a envie d'y aller.
Ben merci, oui, c'est tout à fait ce que l'on recherchait. C'est-à-dire que dans les quartiers que l'on a piétonnisés et sur lesquels nous avons aménagé, comme par exemple une place qui s'appelait la place Roland Barthes, où il y a effectivement le conseil départemental, et moi je suis élue donc au conseil départemental et qui est bordé de cafetiers, et on a des quais parce que la ville de Bayonne est traversée, enfin, à 2 fleuves, donc effectivement, les fleuves et les ponts sont quelque chose d'important pour nous, pour relier ces quartiers, mais nous avons une partie de quai qui a été piétonnisée, et en face, ça n'a pas encore été fait. Mais je peux vous dire que maintenant, nous sommes à l'effet inverse. C'est-à-dire que ce que je disais vis-à-vis des freins au changement par rapport aux commerçants, eh bien, nous avons des cafetiers, nous avons des restaurateurs. Moi-même, donc, au niveau des halles, eh bien, on va faire des travaux des halles qui passeront probablement sur le mandat suivant, parce que bah, il y a aussi des problèmes de financiers, bien évidemment, et tout cela coûte bien cher. Mais dedans, il y a effectivement des prospectives qui vont vers une piétonisation de l'ensemble des quais. Parce qu'on se rend compte que, en termes même de déambulation, en termes même de sécurisation, quand on a au marché, au halles, avec un marché de producteurs, des camions qui avant rentraient dans ce côté piétonnier pour pouvoir faire ce qu'appellent les marchés la remballe. Alors, c'est pas très joli comme mot, mais c'est le mot qui est approprié. Bah, on avait des gamins qui couraient partout, on avait des gens qui faisaient de la musique, on avait des terrasses de café pleines, et ça, c'est pas possible. Donc, on a là aussi, pour l'instant, comme ce n'est pas piétonnisé complètement sur un des côtés de la Nive, on ne permet pas aux camions et donc aux producteurs de remballer avant 13h le samedi. Nous sommes une ville conviviale, intergénérationnelle, et cet aspect-là de notre ville a quand même ce côté très positif où il est fait bon vivre, mais il est fait bon aussi aller discuter, aller faire ses courses, aller chercher des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je crois que tout ça passe par le bien vivre, et le bien vivre, il passe justement par cet aspect très sécuritaire au niveau des rues, de manière à pas pouvoir se dire: «Ouf, là, il faut faire attention aux enfants, il faut» bon, Ouais. bien sûr qu'il faut toujours faire attention, on ne sait jamais, bien évidemment, pas plus à Bayonne qu'ailleurs, mais quand même, on a cet aspect où les gens sont là aussi pour profiter de la ville et de sa convivialité. Marcus, je vous relaisse la parole. J'ai vu qu'il y avait une question, François. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. Moi, c'est juste un petit témoignage qui va faire plaisir à Sylvie d'ailleurs. Il y a comment dire, j'ai un sondage qui vient de sortir et qui est lié à la place des femmes dans la ville. Et donc, Bayonne vient d'être classée dans le top 10 des villes où pour les femmes il fait bon vivre, puisque je crois même qu'elle est en troisième ou quatrième position sur les approches en termes d'attractivité, de sécurité, de fluidité, etc. Et donc, c'est un sondage qui vient de sortir et ça a été passé ce matin sur France Inter d'ailleurs. Félicitations, Sylvie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est vrai que, par exemple, sur nos grands événements, on travaille beaucoup sur l'aspect sexiste, et justement de pouvoir permettre l'évolution de la société, et permettre à l'ensemble des femmes, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir se sentir en sécurité avec effectivement des programmes qui sont vraiment bien positionnés, de manière à ce que il y ait une espèce d'autoprotection, effectivement, de la jante féminine au moment des grands événements où on ne maîtrise effectivement pas tout quelquefois.
Marcus? Yeah, thank you very much for this interesting intervention. We're now coming to the next speaker, Leslie Momon. If I will see you already there, but you can naturally continue in French. I'm sorry, I only introduce you in English. I give you the floor. If you have a presentation, you can share. If I stop sharing, Oui, welcome and thank you for your intervention. merci. Vous m'entendez? Très bien, oui. Oui. Bon, d'accord, merci. Bonjour à tous. Oui, donc on m'a demandé de faire une présentation assez brève des initiatives locales que l'on a eu l'occasion de passer en revue sur notre site d'information et à travers un numéro spécial d'un magazine qui s'appelle tout simplement Localtis Mag, que l'on a produit récemment, au mois de mars, qui balaye donc les évolutions en matière de transport. Et donc, j'ai essayé de replacer un petit peu quelques grandes tendances qu'on a pu relever ces derniers mois, voire depuis quelques années maintenant, dans l'organisation des transports en France. Tout d'abord, en termes de gouvernance, on a eu une loi importante en 2019 qui est la loi d'orientation des mobilités, qui a donné davantage de marge de manœuvre aux communautés de communes pour organiser les mobilités à l'échelle au plus près des territoires et donc des besoins des habitants, pour pouvoir prendre en compte tout un bouquet de services nouveaux qui répondent donc à la diversité des besoins actuels. On a eu la loi climat et résilience, dont vous avez tous entendu parler à travers les fameuses zones à faible émission mobilité, donc qui oblige les 42 plus grandes agglomérations françaises à réfléchir donc à une manière de mieux maîtriser la circulation automobile et notamment à restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Et on a vu dernièrement une nouvelle loi apparaître qui encourage donc le développement de ce qu'on appelle les services express régionaux métropolitains. C'est une idée qui a été émise il y a quelques mois par Emmanuel Macron, donc avec l'objectif de doter les agglomérations de réseaux express métropolitains inspirés de ce qui se passe en Île-de-France, mais en fait, le terme de RER est beaucoup trop restreint parce que dans l'esprit de la loi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer des systèmes d'offres multimodales, c'est-à-dire pas seulement une offre de transport à partir des TER aujourd'hui, des trains express régionaux qui existent déjà un peu partout, mais de les coupler à toute une offre de services pour que les gens
puissent facilement passer d'un mode de transport à l'autre, d'un mode de transport lourd à un mode de transport léger, trouver des services, des équipements pour stationner aussi bien leur voiture en périphérie que leur vélo. Et donc, tout ça a été... donc, le cadre a été mis en place en tout début d'année et Strasbourg a été la métropole pionnière pour lancer un premier service à la fin de l'année dernière, en essuyant un peu les pots cassés. Mais il y a actuellement un certain nombre de métropoles qui sont sur les rangs pour pouvoir porter au plus vite un projet. Donc, c'est le cas à Nantes, notamment, j'ai noté Bordeaux, Lille. Plusieurs collectivités sont aujourd'hui au taquet sur cet aspect-là. J'ai noté aussi parmi les grandes évolutions de ces dernières années, on l'a vu dans notre magazine, c'est naturellement l'électrification du parc électrique, ce qui implique de développer des infrastructures de recharge sur l'ensemble du territoire. C'est pas une mince affaire parce que le gouvernement a lancé à la fin de l'année dernière un plan qui prévoit donc d'ouvrir au public 400 000 points de recharge d'ici 2030, alors qu'on en est aujourd'hui simplement à 110 000. Donc, on voit qu'il y a une grosse accélération à faire d'ici là. J'ai également noté donc l'appétence de certaines collectivités pour d'autres formes d'énergie comme l'hydrogène. Donc, vous avez sans doute les uns et les autres des exemples autour de vous, mais on a vu, par exemple, des choses un peu nouvelles en Auvergne-Rhône-Alpes, où la région a entrepris de rétrofiter, comme on dit, des autocars qui seront destinés au transport scolaire. L'idée, c'est d'avoir un parc d'une cinquantaine de véhicules qui pourront être donc roulés à l'hydrogène. Et donc, je ne sais plus quel est l'horizon précis, mais l'annonce a été faite il y a quelques semaines. Dijon est aussi très en pointe pour la mobilité hydrogène, cette fois pour développer, par exemple, la collecte d'ordures ménagères avec des bennes des camions-bennes qui vont rouler à l'hydrogène propre. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus sur la mobilité hydrogène qui pourrait être une alternative à l'électricité dans certaines conditions, à certains endroits. Il y a naturellement, je pense que tout le monde l'a déjà évoqué, mais la prise en compte des mobilités douces avec des avantages, mais aussi certains inconvénients qu'il ne faut pas négliger en milieu urbain. Sur les infrastructures, on commence à apparaître, on a été alerté il y a quelque temps par les dirigeants du club des villes et territoires cyclables et marchables sur de premiers conflits d'usage qui pouvaient exister par rapport au développement justement des pistes cyclables et des différents usagers
qui peuvent aujourd'hui emprunter ces pistes, notamment les personnes qui se déplacent en trottinette. Donc, on a ces aspects-là. Et puis, il reste en milieu urbain aussi une grande interrogation sur ce qui peut être la place du piéton dans ce nouveau paysage des mobilités, parce que c'est souvent, on va dire, un impensé des politiques d'aménagement en centre-ville, mais pas que. Or, il ne faut pas oublier que après la voiture, c'est quand même le principal mode de déplacement au quotidien de tout un chacun. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire pour rendre l'espace urbain plus accueillant aux piétons, quel que soit d'ailleurs leur âge et leur capacité de mobilité. Donc, il y a des initiatives qui commencent à être prises ça et là, et on voit, on a vu notamment à la fin de l'année dernière une campagne qui a été diffusée à l'initiative de promoteurs justement des mobilités douces en faveur de la ville apaisée. Voilà, il y a eu cette campagne nationale. Donc, ce sont quelques-unes des pistes de réflexion que l'on a pu voir récemment. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des problématiques que vous souhaiteriez, sur lesquelles on pourrait échanger. Ok, juste pour rajouter par rapport à ce que vous avez dit sur la ville apaisée, il y a beaucoup de travail qui sont faits aujourd'hui en France, notamment avec les JO qui arrivent, les JO de 2024. On a maintenant des financements de l'État sur le design actif. C'est comment on peut faire du sport dans le centre-ville, des parcours. Oui. Voilà. On va voir, je pense, si les coprésidents sont d'accord, peut-être au prochain observatoire. Vous parliez de l'hydrogène. Pau également, qui a fait tout son réseau de bus tram en hydrogène uniquement, qui a vraiment une entreprise, une usine d'hydrogène pour une ville de 80 000 habitants. C'est très intéressant également. Voilà. D'accord. Est-ce que peut-être je vous laisse la parole, Marcus, s'il y a des questions peut-être. Yeah, exactly. That's what I want to ask also. If someone has a question, please feel free to intervene. We are also now at the end of this presentation, so we can also raise general questions, which are probably leading us to our next seminars and already preparing a bit the floor on the future discussions. There's any intervention, please raise your hand or micro. Very welcome. Merci beaucoup de cette intervention au niveau de Locatis. Et vous aurez sur la bande de messages le lien pour télécharger. Il y a eu vraiment un numéro spécial déplacement en France. Voilà, donc ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Merci. So we would then probably go to the general, what we already started, the Q&A part, which is now a bit with these first impressions of different kind of sectors of these questions we want to raise in the seminar.
we are now at the point of preparing the next seminars where we want to go a bit more in depth on the different kind of topics. I mean, what I saw today is a very different perspective to the objective, which is probably about technology, how it's influencing future urban development when it comes to mobility, like specific technologies which are either on the combustion side, on the individual transport, or could be also on the connection of technologies and information. So there might be things which are completely invisible, but changing behavior of people and also how cities dealing with this finally. And then there should be probably or could be things, and we trying to find examples for this, like how cities are rebuilt, reconstructed in order to face those problems which probably come up in the future. So in normally situations, you have bike lanes which need places, you have more public transport which needs places, which is definitely also changing the form of the cities. And we intend to find examples for looking also in this kind of form transformation of cities following these new necessities of the urban development. Then we had also looked to questions like quality of life, asking people on their impression, on the way, how they change their behavior, how they are infected by environmental or personal health issues. Things like this are also in the responsibilities of future planning, and we probably look at these issues also. And from our understanding, most important is probably this kind of new access to information, which is changing the behavior of people. So these special issues of micromobility, intermobility, what does it really mean for cities? How can they respond to the change of behavior, and to which extent are they able to steer these developments? Because sometimes they are the opposite of what is intended to be planned. So we are, from our understanding, are at the point of extreme change, where the behavior and the way how people are using the city ground and its form is completely different from how it is intended to be used in former times. Maybe it's an old phenomenon and just in other clauses at this time, but this is something which we want to do also in the second seminar then. So this as a rough overview, what we intend to plan, and I'm happy if you have any kind of feedback. Either you have now questions for this session for today, either you have proposals for additional topics, or you also have someone who you want to be here to present or to make a statement on this to vitalize the discussions. So that's what I propose for the moment, and I give the floor to those micros who might be open, to those hands who might be raised. Alors peut-être Monsieur Leca, ou est-ce que vous avez aussi des propositions à faire comme on vous l'a proposé sur des thématiques qui vous semblent importantes à parler, que d'autres pays européens peuvent avoir mis en place. Je vous signale peut-être avant que Monsieur Leca intervienne que lundi prochain, le 8 à 15h, vous aurez aussi sur d'autres mobilités, mais la mobilité sur la logistique et le dernier kilomètre, un observatoire qui se tiendra sur cette thématique-là également. Peut-être Monsieur Leca, est-ce que... Oui, non, peut-être pour prolonger ce qu'on vient de se dire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi plusieurs modèles de cœur de ville et de ville. C'est la raison pour laquelle j'avais souhaité que, par l'intermédiaire d'Anne Wetzel, qui est donc la directrice Europe de la région Hauts-de-France, et
puisque nous sommes autorité de gestion sur les fonds européens, sur cette partie initiative urbaine européenne. L'idée, c'était peut-être aussi d'essayer de puiser sur des exemples qui sont un peu différenciants pour essayer d'identifier différentes pistes. Là, on vous a présenté un modèle qui, je trouve, était assez intéressant parce que c'était vraiment une réflexion globale sur comment on réaménage, on réévalue, on retravaille la question de la mobilité dans son ensemble. Et si on peut essayer de trouver des points peut-être plus précis sur les mobilités douces, par exemple, ou sur les mobilités électriques, par exemple, il faudrait peut-être trouver des exemples de ce type qui, sur des modèles de ville un peu différents, de taille différente aussi, qu'on n'oublie pas les différents modèles de type de collectivité, et nous-mêmes sur des exemples régionaux que nous pourrions avoir, notamment sur des actions menées en cœur de ville, actions cœur de ville notamment sur de l'accompagnement en région, comment on pourrait vous trouver des exemples qui illustrent bien la diversité des cas et des défis à relever en matière de mobilité, décarbonation, électrification et les défis que ça pose aussi en termes d'aménagement urbain des cœurs de ville et comment la dimension mobilité amène des redéfinitions de l'aménagement urbain. Et ça, il faudrait qu'on arrive à vous trouver des exemples de ce type et je passe commande auprès d'Anne et auprès de mes collaborateurs pour aussi identifier ce type d'exemple en région, pour qu'on puisse avoir une vraie comparaison européenne et qui soit pertinente avec différents types de tailles de collectivités. Oui, l'exemple en Hongrie était très intéressant. Ça nous a permis aussi d'avoir une réflexion globale sur le centre-ville par rapport à l'aménagement et à la mobilité. Je trouve également que l'exemple de Bayonne était très intéressant également parce qu'ils ont pris vraiment le tout. Le prochain observatoire, je crois, aura lieu en septembre. Hein. Il n'y a pas de date fixée. Mais peut-être est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres témoignages à apporter? Alors, comme c'était le premier observatoire, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Bien entendu, Clarisse Fourquin, qui est à mes côtés, va travailler avec les coprésidents sur le prochain observatoire européen. Sachez que nous devons avoir un rendu aux assises européennes du centre-ville qui auront lieu à Paris en novembre 2025. Ça sera au Conseil économique et social face à la Tour Eiffel et le déjeuner devrait avoir lieu au Trocadéro dans le musée voilà, des arts. Voilà. Donc, je pense que ça va être intéressant et l'idée, c'est d'avoir 4 à 5 observatoires qui se réunissent d'ici là. Mais donc, on voulait avoir un observatoire assez, parce qu'on a lancé ça le 8 février dernier, donc assez rapidement. Mais là, maintenant, on va se laisser un peu de temps pour bien préparer le prochain observatoire. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, messieurs les coprésidents. So from my side, if there's no any intervention now, I think we can conclude on this basis. We have good ideas for the next time. And so if no one took the intervention, I take this as an agreement that we continue like this. I hope that we can present you interesting interventions next time from different European perspectives. And I'm looking forward for further discussions. And with these final words, I thank all the presentators, also the speakers, for this first event. I think that was a very wide and interesting perspective, a good warm-up for first seminar, and we go deeper in the topics in the next seminars, most probably in September. With these words, my thanks to anyone, and have a nice summer in this sense. See you next time. Oui,
Merci effectivement Merci. à toutes et tous de votre participation et vous dire que nous essaierons effectivement de prolonger la réflexion. Et je pense que c'est très important de continuer à confronter les points de vue européens et peut-être que la prochaine fois, du coup, ça vaudra le coup de faire une présentation, si ce n'est exhaustive, mais un peu plus détaillée de ce qu'est l'initiative européenne urbaine pour bien illustrer quelle est l'ambition de la Commission européenne au travers de ce fonds qui est spécifique, mais qui concerne pour le coup vraiment les villes et leur transition, et nous, comment, d'une certaine manière, les collectivités locales européennes s'en sont saisies. Et je pense que ça vaudrait le coup peut-être aussi de faire un petit travail, y compris d'ailleurs, pourquoi pas, d'audition des différentes collectivités, enfin, des différentes associations de collectivités qui existent au niveau européen et qui travaillent aussi sur ces sujets. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, puisque encore récemment, nous avons eu l'occasion de faire une réunion sur ces sujets à la représentation permanente de la région Hauts-de-France à Bruxelles. Et je pense que pour le coup, on peut y trouver des témoignages intéressants qui prolongeront un petit peu les réflexions qui ont été engagées ici avec l'exemple hongrois. Très bonne initiative. Merci à vous tous. Goodbye. Et bon été. Et on se voit tout de suite début septembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci.